J'aime sentir autour de nous la présence calme des œuvres peintes. Je l'oublie parfois dans le vacarme du RER, la profusion des écrans, le raffut des réseaux. Pourtant, en permanence, la peinture trace sa ligne silencieuse. Sa vie pensive se déploie, elle donne au monde une part de sa texture profonde. Nous la voyons, l'avons vue, la verrons, retournons la voir. Ces œuvres nous appartiennent, la réalité se mêle en nous aux motifs de tableaux, la matière de nos souvenirs aux traces de pinceaux. Toute époque confondue, la peinture peut tout être, comme un jour ici, cette jeune femme moderne. Qui était cette jeune femme moderne? En quoi était-elle moderne? Comment, à l'ère d'Internet, la littérature du XXIe siècle s'empare de la peinture du XIXe siècle? J'ai rencontré Eva González par Internet à travers ce portrait effectué par Manet. Je faisais des recherches pour un livre qui est tout à fait différent. Et en fait, ce portrait, je me suis arrêtée sur ce portrait et je me suis dit, mais qui est cette femme peignant dans cette pose, avec cette robe invraisemblable? Ce portrait m'a mené vers un livre tout à fait différent que celui que j'envisageais et qui est devenu finalement un livre d'art littéraire ou un livre de littérature illustrée. Donc voici la bande-annonce que j'avais à l'époque de sa parution réalisée. Eva Carola Jeanne Emmanuela Antoinette González apparaît sur mon écran en 2010. Elle a 22 ans, elle est née en 1847. Je ne la connais pas, mais aussitôt elle me plaît. Le volume, les boucles de sa coiffure, sa robe, sa pose invraisemblable, la pâleur de ses bras ronds, petit doigt gauche en l'air. Son expression détachée m'intéresse. Ailleurs déjà, presque amusée, elle semble convenir « j'ai été ici ». Ici, où à mon tour je me tiens aujourd'hui, dans ce monde et le temps inconnu de mon existence, face à mon propre tableau en permanente recomposition. Tracer des lignes, les effacer, préciser des contours, disposer mon motif dans l'espace de la page électronique. Elle paraît absente. Ne regarde pas le tableau qu'elle est en train d'achever. Il ne l'intéresse pas. Ce tableau n'est pas d'elle. À cette époque, elle peint plutôt des portraits. Et puis comment aurait-elle pu, dans cette posture, réaliser quoi que ce soit? Il n'est pas de Manet non plus, n'existe nulle part ailleurs que sur cette toile. Est de Manet tout de même, ne ressemble pourtant pas davantage à ses bouquets. Que cherche le peintre déjà célèbre, représentant cette jeune artiste peu connue, feignant d'achever en robe du soir une toile qu'elle n'aura jamais peinte? Sur Wikipédia, le tableau qu'elle est en train de terminer dans le portrait d'Eva González de Manet démontre la maîtrise qu'elle avait acquise à cet âge. De nos jours, la vérité devient une notion floue. Depuis ceux de Manet, robe, pivoine, quel chemin des blancs subtils de la convalescente, 1877-78, aux blancs striés de lignes fines des Untitled, 1965, d'Agnès Martin. Je me suis assise en attendant une inspiration sur l'innocence. Et dans mon esprit est arrivée une grille avec des lignes allant par ici et d'autres par là, et elles étaient innocentes, elles ressemblaient à l'innocence. Sous les temps de pause et l'engoncement des étoffes, les profils penchés, regards lointains, paupières souvent baissées de tes modèles, la même ligne thématique, cette innocence, près d'un siècle plus tôt, naît. Quand Eva González se rendait de la rue Bréda à l'atelier de la rue Guyot, c'était presque toujours accompagnée par sa cadette, heureuse de profiter elle aussi des enseignements de Manet. Devenues dans leur pose un instant identiques, silhouettes quasi jumelles, l'une davantage corsetée donc plus fine, tendue,
Sur ces deux photographies des deux sœurs appartenant de manière touchante au même album photo de Manet, l'aînée semble ancrée, la cadette plus flottante. Sinon en quoi se distinguent-elles l'une de l'autre? Le même auriculaire gauche, là encore échappé de la main, constituerait un indice. Nos actuelles extensions de cheveux et la récente mode du bun, autour duquel les femmes enroulent aujourd'hui leurs mèches pour parfaire l'arrondi et le volume de leurs chignons hauts, comme nos bandeaux, diadèmes et autres bijoux de cheveux, trahissent-ils la nostalgie d'une grâce princière, immobile, à jamais révolue dans notre incessant mais nécessaire mouvement de libération? Et ce chignon plus simple, qui semble vers 1865-70 céder aux dos nus une large part de sa présence, n'en est-il pas le présage, annonçant, dans son traitement par larges touches, l'émergence d'une réplique lumineuse et laquée, hors de tout retrait, mais soumise à d'autres impératifs? Elle a peut-être 13 ans et encore la rondeur de sa joue dans ce petit profil aunate. À peine profil, son expression nous échappe. Fugacité de la jeune fille aux conceptions obstinées. Elle a 17 ou 18 ans sur ce portrait pastel de mademoiselle J.G., une aspiration tournée vers une réalité décevante, un flou vers l'œil gauche, ce léger voile sur le regard, marque de fabrique d'Eva, la convalescente, une modiste, une mariée, la loge aux Italiens, comme une timidité, une réserve. Qui serais-je au fond pour affirmer ma vision? Une place laissée par ce brouillage résiduel au mystère de son sujet, à notre sensation de ne pas vraiment complètement arriver à voir. Une délicatesse. Comment savoir? Avoir l'intuition juste. Où nous tourner? Où aller dans le monde pour devenir ce que nous pouvons être? Trouver notre aide. Une aide pour nous. Parmi les broussailles, moustaches, favoris, colliers de barbe, qui parquent et surplombent les peaux lisses, blanches et délicates, tolèrent parfois de leur frayer un passage vers un monde réfractaire à toute mixité, c'est lui, ce peintre dangereux à suivre, qu'elle choisit. Elle sent son génie, sa bonté, son ouverture d'esprit, sa capacité à accueillir son talent et ses aspirations. Les termes s'inversent, il y consentit. L'histoire le dit spirituel, original, talentueux. Il aime les animaux, vit avec un singe, des chiens, collectionne les lanternes qu'il dessine, grave et dédie à ses amis. Il est moderniste, impressionniste, magnétiste, paysagiste, mariniste, japoniste, fantaisiste, alchimiste, proche de Manet bien avant qu'elle entre dans leur vie. Sur son visage, une innocence, une gentillesse, dans la sensibilité de son regard, la perception de nos cœurs fragiles, une attente. La voilà. M'emportai-je. Tout son amour pour elle, dense, profond. À quoi ressemblait-elle? Je suis très belle. Comment était-elle la beauté rayonnante de grâce et de jeunesse, la beauté tant vantée, à la fois enfantine et exquise de mademoiselle Gonzalès? Je cherche le visage d'Eva, mais ne le trouve pas. Son image fluctue. À laquelle se fier? Le puzzle n'est jamais complet. Quel chemin, par exemple, de l'un ou l'autre de ces visages à celui-ci? Et ce profil au prie-dieu, auquel de ces visages appartient-il? Quelle relation entre ce profil photographique et celui au crayon de Manet? En 1870, Jeanne dessine sa sœur au fusain et à la craie, répand sa propre douceur dans son portrait.
Elle est dehors. Elle a ses tubes, son matériel. Pour la première fois, elle peint un paysage ouvert, sans cloison ni barrière. Même favorable, que voit le critique dans la rusticité de ce paysage, sa mare évoquant les bestiaux, un gigantesque abreuvoir. Le joli jardin, si aimable de ton, de mademoiselle Gonzalez. Une robe égale un jardin. Pourtant ici, où est le jardin? Sans doute est-ce justement son absence qui motiva la non-admission de cette toile au salon officiel. Elle fut donc exposée en 1873 au salon des refusés. À propos des œuvres d'Évagé, la critique est toujours le, excepté quand elle est Maria de Rème évoquant une loge aux Italiens. Refusée au salon en 1874 au profit de Laniché, Eva est contrainte de l'exposer dans son atelier où donc la verra Maria D. Mademoiselle Gonzalez, nous ne craignons pas de le dire, a en elle l'étoffe d'un grand peintre. Pourquoi pas d'une grande? Au musée d'Orsay improvisé Vigie, je m'enquière auprès de quelques visiteurs parmi tous ceux qui s'arrêtent et l'observent. Eux, que voient-ils du tableau? Une très belle femme, très sensuelle. Une femme qui attend quelque chose. C'est une femme belle et sensible. Son intelligence la rend triste. Je vois trois choses. First, the lightness of her skin. Puis le ruban noir sur sa peau avec la perle. Ensuite, her expression, some happiness and some sorrow. Mais tout est à l'intérieur. She is an introspective person. Et lui? He doesn't matter. Lui n'a pas d'importance. Il a confiance en lui. Il est très fier de lui-même parce qu'il possède cette femme. Ils sont séparés. Elle n'a pas l'air heureuse avec lui. Elle regarde un spectacle. Pour lui, c'est elle, le spectacle. I think it's a very successful marriage. Cette loge aux Italiens, je l'ai emportée partout, me confiera nostalgique la conservatrice à la retraite. À Singapour, au Japon, à Tokyo et Kobe, en Corée. Oh Eva, comme tu étais loin de t'imaginer ainsi voyager. Peu de gens connaissent aujourd'hui Eva González et pourtant elle était une peintre remarquable. Elle est née en 1847, elle est morte à 36 ans en 1883 et c'était une peintre, c'était une artiste qui était très appréciée à son époque par les critiques, très reconnue. Et puis en fait après, son nom s'est effacé comme beaucoup de noms de femmes artistes de l'époque, pour reparaître beaucoup plus tard, finalement, à la faveur d'expositions où elle était toujours liée à Berthe Morisot et Marie Cassatt, les trois femmes de l'époque impressionniste. On dit trois femmes de l'époque impressionniste, mais en réalité, Eva González ne s'est jamais considérée comme une peintre impressionniste, qu'elle n'était d'ailleurs pas. Et on n'a jamais parlé d'elle de manière comme si c'était une artiste à part entière. En travaillant, moi, autour de cette femme, de sa vie, en tissant des liens entre son existence et la mienne et la nôtre, elle m'est apparue vraiment comme une artiste très intéressante et surtout comme une jeune femme, oui, moderne à plusieurs égards en fait. D'abord parce que dans la société redingotée, corsetée du XIXe siècle, elle trace son chemin. C'est une société, il faut bien comprendre, extrêmement masculine, hostile aux femmes et encore plus à l'accession des femmes au statut d'artiste. Or, Eva González, elle va tracer son chemin avec les hommes qui l'entouraient. Son père, Emmanuel González, qui était écrivain, homme de lettres, ami d'Émile Zola, cofondateur et directeur de la Société des gens de lettres et qui l'a toujours incroyablement soutenu. Édouard Manet, dans l'atelier duquel elle choisit d'entrer alors qu'elle est encore toute jeune, parce qu'elle pressent bien que la modernité est de ce côté-là, plutôt que du côté de son maître ancien Charles Chaplin. Et enfin, Henri Hérard, son formidable mari, c'est un super mari pour un 19e siècle, pour le 19e siècle. Quand Eva a choisi de partir chez Manet, en fait, c'est un exemple aussi de la façon dont elle sait se faire aimer finalement par les êtres qui l'entouraient et qu'elle aimait d'ailleurs elle aussi.
Charles Chaplin écrit à son père, sans rancune d'ailleurs, de la désertion de son élève. Il lui écrit « Quant à ma chère élève, dites-lui bien que je l'aime toujours, que je suis toujours à son service et qu'elle me trouvera toujours, si peu que je sois bon à quelque chose. Elle est grande fille maintenant, qu'elle marche seule sans trop regarder ce qui se passe autour d'elle. » Marcher seule sans trop regarder ce qui se passe autour de soi, n'est-ce pas toujours ce qu'il faudrait faire? Voilà, Eva González, elle avait l'art quand même de se faire aimer. Sur ce conseil de son maître et peintre, parce que Charles Chaplin était peintre lui aussi, de marcher seul sans trop regarder ce qui se passe autour de soi, Eva González entre donc dans l'atelier de Manet. Tous les deux auront une relation artistique vraiment intense. Manet, en fait, était un peintre qui soutenait les femmes, et notamment Eva González. Et il l'encourage, il est attentif, il lui écrit, il se soucie de ce qu'elle fait, même pendant la guerre de 1870. Ils vont peindre ensemble certains motifs, comme on le verra, par exemple le fifre et le clairon, le poisson, qu'on verra un peu plus tard. Cette relation n'aura aucune entrave finalement, puisque Henri Guérard laissera Eva complètement libre de cette relation avec Manet. Et vous voyez, je dis Eva et je dis Manet. C'est incroyable en fait. Les hommes artistes, on les appelle par leur nom. Les femmes artistes, je me rends compte que dire Manet González, c'est pas évident en fait. Il faut faire une sorte d'effort. Donc Manet et González auront cette relation artistique intense. Et ils mourront d'ailleurs même la même année, en 1883, à 5 jours d'intervalle, ce qui est aussi quelque chose de... Bon, c'est vrai que Eva González mourra 5 jours après Manet, mais 15 jours après la naissance de son fils. Donc à l'époque, c'est vrai que souvent les femmes mouraient des suites de leur couche. Ensuite, Eva González aura avec son mari Henri Guérard, qui est lui-même un très grand artiste et qui était le graveur de Manet, qui était le graveur et ami de Manet. Et elle aura avec lui une relation très libre et très heureuse et joyeuse en fait, très joyeuse pour l'époque. À la même époque, il faut bien comprendre que Félix Bracquemond empêche sa femme Marie de peindre. Et qui connaît finalement les bouquets de Victoria Dubourg, la femme de Fantin-Latour, dont on admire les natures mortes encore aujourd'hui, sans savoir que cette femme qu'il représente assez triste sur ses tableaux est Victoria Dubourg. Pourquoi est-elle si triste sur les tableaux de Fantin-Latour? C'est une question qu'on peut se poser. Peut-être n'a-t-elle pas non plus accédé au statut d'artiste qu'elle méritait à son époque en fait. Donc, Henri Guérard encourage Eva à peindre. Je pense que Eva aussi a, comme le dit un critique, à l'égard de son mari, une influence heureuse. À la bibliothèque c'est pas la bibliothèque, la documentation de la Fondation Custodia sont conservées certaines lettres d'Eva à son mari. Et on peut voir dans ces lettres à quel point elle avait un esprit libre, enjoué, vif. Je vais vous en lire quelques extraits. « Mon petit chéri, elle lui écrit, mon petit poulet, mon petit insecte, mon petit pigeon, mon ours bien léché. » Lui écrit, imaginative, libérée, mon petit rat de cave. Et mon préféré, mon cher sauvage fou allié. Parmi les menus faits de la journée, mon petit âne, j'ai reçu ta lettre. Je l'attendais avec impatience. Je me suis même réveillée dès l'aube pour écouter si le facteur arrivait. Du reste, je dors assez mal. Et lui confie, je suis très agitée. Agitée, palpitante, évoque ailleurs son agitation nerveuse. Comment concilier son désir d'à peu près tout, la norme bourgeoise, la fébrilité de l'invention, son époque compassée, le désordre de l'amour et de la création. Donc, comme on peut le voir, elle signe souvent aussi dans ses lettres « lapin apprivoisé »,« ton lapin abandonné »,« ton lapin fidèle »,« je t'embrasse bien si tu l'as mérité », signé Eva Lapin, « je t'embrasse avec plaisir sur tes grosses joues fleuries », signé Le Lapin Calais. Enfin, on voit à quel point finalement cette relation conjugale est riche finalement puisqu'elle laisse chacun des deux libre et heureux finalement, même si ce fut une relation assez courte. Henri Guérard, lui,
se présentera à la mort d'Éva comme, ce qui est vraiment encore aussi quelque chose de rarissime à l'époque, comme l'élève de son épouse, qui est un hommage incroyable à son art. Et il reprendra aussi certains tableaux. Il reprendra en gravure le portrait que Manet a fait d'Eva González, ce fameux portrait. Il reprendra des tableaux d'Eva González, dont un qui est très significatif, qui est La jeune élève, qui est un tableau où elle est bien loin du portrait de Manet, où elle se présente comme vraiment à son travail. Il reprendra aussi un tableau très moderne qu'elle fait, qui s'appelle Les souliers roses. Et il le reprendra de manière extrêmement émouvante. Saluer son chemin d'artiste en reprenant sa jeune élève, échappée des ténèbres, comme entre autres ses natures mortes, certains portraits, son soulier rose ou son bouquet. Henri Guérard ne cessera tout au long de sa vie d'entretenir et valoriser le travail de celle qui en premier fut sa femme, la mère de son fils, la sœur de sa deuxième épouse, l'unique élève de son ami et, prétendra-t-il avec panache devant une société guindée et hostile à l'accession des femmes au statut d'artiste, sa professeure. Comme beaucoup de femmes peintres de l'époque impressionniste, et ça aussi c'est assez frappant, Berthe Morisot avait une sœur qui était peintre et qui s'est mise en retrait par rapport à sa sœur. Marie Cassatt avait une sœur de laquelle elle était très proche. Et Eva González a cette sœur, Jeanne, avec qui elle aura une relation vraiment unique dans l'histoire de l'art. On l'a vu, elle l'a peinte à plusieurs étapes de sa vie, ce sera son modèle essentiel. Elle la peindra même à certaines étapes de sa vie à elle, comme l'année de son mariage en 1879 dans sa propre tenue de mariée. Et ça, c'est une relation qu'on a rarement vue entre deux sœurs. Et je trouve aussi que la modernité d'Eva González peut-être se trouve aussi là, dans cette quête qu'elle a de trouver sa propre définition, de trouver finalement en quoi consiste son existence, quels sont les contours finalement de sa personnalité à elle. Et je trouve que c'est assez émouvant cette relation entre ces deux sœurs. Donc je vais vous lire aussi ce passage sur quand elle peint Jeanne dans sa propre tenue de mariée. Voilà. Plus tard, l'année même de son mariage, elle représente sa sœur dans sa propre tenue de mariée. Toute légèreté se teinte de mélancolie. Que cherche-t-elle à voir, savoir? Jeanne est songeuse, trop absente pour une mariée. Sa chère petite marraine, parce que Jeanne appelait sa sœur comme ça quand elles étaient petites, n'y va-t-elle pas un peu trop fort? Posé dans la tenue de sa sœur, ne risque-t-il pas de lui porter malheur? Et d'ailleurs, Claude Roger Marx, qui a écrit la première biographie d'Eva González en 1950, écrivait « On dirait qu'elle s'est observée et rêvée à travers ce double d'elle-même qu'elle aimait, rudoyait, transformait à sa guise, de manière à en faire 20 sœurs différentes d'elle, dépouillées de ce je ne sais quoi de hautain, de cette fausse froideur qu'a noté Manet dans son portrait de 1870 et qu'elle porte comme un masque. » En fait, donc, ce travail sur la quête d'identité, cette façon de se projeter dans une forme de double pour mieux se cerner, mieux se comprendre, est une dimension très intéressante et que je trouve contemporaine, puisque finalement, elle préfigure peut-être finalement celle aussi d'artistes comme Cindy Sherman, par exemple. Parfois aussi, les traits des deux sœurs se confondent. Jeanne était peintre, donc Jeanne a peint des portraits d'Eva González. Et parfois, il y a des portraits dont on suppose qu'ils ont été peints à quatre mains, comme La plante favorite, par exemple, ou il y a un autoportrait aussi assez troublant d'Eva González où elle semble se représenter aussi avec certains traits de Jeanne. Il y a vraiment cette relation fusionnelle finalement entre ces deux sœurs, fusionnelle au point d'ailleurs que Eva représentera Jeanne avec Henri dans des postures conjugales, notamment dans son chef-d'œuvre qui est La Loge aux Italiens, cette Loge aux Italiens qui a été peinte avant même qu'Eva épouse Henri Guérard, mais qui représente Jeanne et Henri dans cette loge dans une posture conjugale, et elle les représentera à plusieurs reprises dans cette même configuration du couple. Est-ce uniquement parce qu'elle manque de modèle masculin, interdit aux femmes,
qu'Eva peindra sa sœur et Henri à partir de la loge dans une persistante continuité conjugale. Par quelle aventure la fiction devient-elle ce triste présage, l'entêtement de l'artiste une prémonition? Juchée en Amazone sur son âne, Jeanne semble comme jamais épuisée. Sont-ce les successives inspirations de sa sœur, ou sent-elle aussi qu'un jour prochain, toute cette douceur aura une fin? En 1888, 5 ans après la mort d'Eva, 8 ans après celle de leur mère, 1 an après celle de leur père, Henri épousera Jeanne. Donc en fait, avant la disparition d'Eva, Jeanne, Henri, Eva forment un trio. Et c'est un trio joyeux qui est fait entre Eva et Henri et Jeanne d'une espèce de complicité créative. C'est une aventure singulière de ces trois personnages à cette époque et c'est une aventure qui n'est pas banale, qui est voilà, la seule que je connaisse de ce type-là. Et on peut voir d'ailleurs à quel point il y avait une espèce de fraîcheur qui régnait dans ces relations, en tout cas dans la perception que moi j'en ai maintenant, qui est une fraîcheur vraiment presque de la nouvelle vague, une fraîcheur godardienne presque. Quand on regarde par exemple cette carte de vœux collective adressée à Emmanuel Gonzalez. Mon livre relate cette rencontre avec Eva Gonzalez. J'ai voulu rendre sensible la vigueur de sa touche, la modernité de cette jeune femme qui choisit sa voie, s'y maintient sans bruit, persévère dans la profondeur de ses relations avec son travail et avec les gens qui l'entourent, avec son œuvre et ceux qui l'entourent. Et d'une certaine manière, ce portrait kaléidoscopique d'une jeune femme du XIXe siècle est aussi celui où je pense que nous, les femmes du XXIe siècle, nous pouvons voir notre propre visage. Finalement, il appartient à l'histoire des femmes, à l'histoire de l'émancipation des femmes. Ce livre est aussi à l'origine d'une exposition qui devait avoir lieu au festival, que j'avais proposé au Festival Normandie Impressionniste et au Musée de Dieppe, où par les merveilles, finalement, les hasards incroyables de la littérature, m'avaient mené l'écriture de ce texte, puisque je me suis rendu compte, en travaillant sur Eva Gonzalez, qu'elle allait à Dieppe depuis la guerre de 1870, qu'elle a aimé Dieppe, qu'elle y a amené son mari Henri Guérard, qu'ils y ont travaillé, qu'il y a un tableau d'Eva Gonzalez à Dieppe. Or, moi aussi, je passe mes vacances à Dieppe depuis mon enfance. En 1870, à Dieppe, Eva se promène sur l'esplanade au bas des falaises, arpente le port au bras de sa sœur, découvre un lieu de villégiature où le grand air iodé augmente la beauté rugueuse des paysages, trouve ses repères, prend ses marques. Pour la première fois, elle est dehors, longtemps. Comment est-ce? Ainsi peut-être, entre deux épisodes venteux qui soulèvent leurs chapeaux, rabattent leurs jupes entre leurs jambes révélant soudain leur forme, dérangent leurs mises soigneuses et leurs mains retenant leur coiffure, elle rit de se voir ainsi échevelée, sauvage. Eva songe, suis-je heureuse? Où m'amène ma peinture? L'art est-il supérieur à la vie? Quelles intensités choisir? Au château-musée de Dieppe où je me rends par la falaise, vestige d'un temps encore plus lointain que celui qui vit Eva balayer de ses yeux sombres et scrutateurs les rudes paysages marins, je me trouve devant cette perspective familière. La plage de Dieppe, vue de la falaise ouest. Mais en quoi consiste donc une délicatesse toute féminine? Nous sommes devant une étude de plein air. L'artiste s'y montre particulièrement sensible à la qualité de la lumière à la fois intense et douce qui enveloppe le paysage, tout en faisant ressortir avec force certains détails. Ici, le paysage sauvage, escarpé et sans cesse livré aux attaques chuintantes des vagues que je connais si bien,
a cédé la place à un panorama horizontal et muet, comme étouffé sous une fine brume. On remarquera la tache très claire de la falaise et son contraste presque violent avec un vert foncé. Il y a là comme une affirmation de la permanence du lieu. Oui, 148 ans plus tard, rien n'a bougé, sauf les constructions. Je suis là, au même endroit. La piscine en bas est celle où, enfant, je prenais des cours de natation. À Dieppe, Eva peint ses parents sur la plage. Henri Guérard, peignant. Eva aima Dieppe en premier. Elle y amena Henri qui aima Dieppe à son tour. Il y peignit cette entrée du port prise du Pollet, baignée d'une lumière intemporelle et que je peine à situer, comme ce quai au charbon où les mâts, drisses et cordages m'apparurent d'abord comme une composition de lignes abstraites. Henri revint à Dieppe après Eva. Sans elle, il continua à représenter les bateaux, le port, gravures et eaux fortes à l'atmosphère crépusculaire. Réfugiée à Dieppe avec sa mère et sa sœur pendant la guerre de 1870, Eva reçoit des nouvelles de Manet par ballon. Chère mademoiselle Eva, une assiégée de nos amis me demandait dernièrement comment je supportais votre absence, puisque l'admiration et l'amitié que j'ai pour vous sont de notoriété publique. Je me permettrai de faire la réponse à vous-même, qu'entre toutes les privations que nous impose le siège, c'est certainement au premier rang que je place celle de ne plus vous voir. Lui qui garde dans son sac de soldat sa boîte et son chevalet de campagne, se soucie encore assez d'elle pour lui poser cette question essentielle. Travaillez-vous ? Ce film était réalisé pour la première exposition autour d'Eva González qui devait se faire à Dieppe. Parce qu'il faut bien savoir qu'il n'y avait jusqu'à présent eu aucune exposition consacrée à cet artiste. Or, comme je le disais dans mon livre, vraiment, elle le mérite. Voilà, et puis après est arrivée la pandémie, les bouleversements liés à cette pandémie, et puis maintenant l'exposition est devenue une toute autre histoire. Mais bon, nous retrouvons donc dans ce film le portrait d'Eva González réalisé par Manet. Ce portrait, qui est à ma connaissance le plus grand portrait qu'un homme peintre ait réalisé d'une femme peintre en train de peindre. Et ça mérite d'être noté parce que finalement cette toile a suscité énormément de critiques et énormément de commentaires, à commencer d'ailleurs par Berthe Morisot. Parce qu'en effet, Manet était ami avec Berthe Morisot, il la soutenait, il estimait aussi pareil son travail. Berthe Morisot qui faisait ça aussi son chemin comme femme artiste à cette époque si difficile pour les femmes. Mais Manet a réalisé des portraits de Berthe Morisot magnifiques, mais jamais en train de peindre. Et je pense, et d'une certaine manière, elle en a conçu une forme de jalousie finalement, mais qu'on peut comprendre, puisqu'elle écrit à sa sœur. Manet me fait de la morale et m'offre cette éternelle mademoiselle González comme modèle. Elle a de la tenue, de la persévérance, elle sait mener une chose à bien, tandis que moi, je ne suis capable de rien. En attendant, il recommence son portrait pour la 25e fois. Elle pose tous les jours et le soir, sa tête est lavée au savon noir. Voilà qui est encourageant pour demander aux gens de poser. Et sa sœur, voilà, les sœurs, toujours soutenantes, lui répond « Mademoiselle González me produit un effet d'agacement, je ne sais pourquoi. Je m'imagine que Manet l'a prise bien au-dessus de sa valeur et que nous avons, ou plutôt que tu as, autant de talent qu'elle. » Voilà, ça aussi, c'est très émouvant. Donc jusqu'à nos jours, ce portrait intrigue. Donc écoutons Anne Robbins qui le contempla lorsqu'elle était conservatrice à la National Gallery de Londres. Portrait d'Eva González par Manet. Grâce de la pose, précision du geste, éclat d'une robe immaculée, Eva González domine de sa haute stature les cimaises de la National Gallery, imposant au public sa présence tranquille, affirmant tout en retenue élégante son statut d'artiste peintre. Le sourire distant d'Eva, son regard absent sous de lourdes paupières, trahissent une certaine lassitude.
Fatigue des heures de pause, dont on sait qu'elles furent longues, face au maître Manet? Ou bien ennui du modèle face à son modèle, un bouquet de fleurs à l'exubérance conventionnelle, motif du tableau qu'Eva semble ici s'appliquer à terminer. Ce portrait me fascine par sa calme majesté, son sujet simple et complexe à la fois, une peintre en train de peindre, peinte par un peintre, et surtout parce qu'il nous révèle des relations entre Manet et la talentueuse Eva, son unique élève. À qui devons-nous l'idée même du tableau, le choix de la position du modèle, de cette robe de mousseline d'une propreté improbable? Est-il possible que les couleurs sur la palette ne l'aient pas souillée? Qui décida de l'arrangement des objets autour d'Eva dans cet atelier, celui de Manet, rue Guyot à Paris? Les questions s'enchaînent, anodines en apparence, en réalité fondamentales. Je me demande quelles conversations ont présidé à la conception du portrait, quels échanges entre l'artiste et son modèle, forcément impliqués puisqu'elle-même peintre. Avec quel degré de fidélité Manet a-t-il ici restitué les traits, l'allure et la jeunesse d'Eva? S'y est-elle reconnue en tant que femme, en tant qu'artiste? Comme bien d'autres avant moi, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur ce que Manet a voulu nous dire au travers de ce portrait un peu raide de son élève et ami. C'est peut-être surtout de lui-même qu'il nous parle, incarné dans la pivoine blanche, nonchalamment tombé aux pieds d'Eva. Manet s'autocite en reprenant le motif d'un de ses tableaux de fleurs antérieurs, signature apposée au plus près de la signature véritable de l'œuvre. Ce portrait témoigne d'une amitié, d'une admiration, mais il revendique aussi le rôle du maître et la dette de l'élève qui lui doit son apprentissage, son métier. À regarder le tableau, toutes ces idées se télescopent, tandis que la personnalité de Manet vient se superposer à celle d'Eva, sans qu'il soit possible de dire le ou laquelle des deux l'emporte. Enfin, je ne me lasse pas d'admirer la touche fluide de Manet, l'aisance absolue de son pinceau. Détail particulièrement captivant, ce tapis au motif flou qu'on distingue sous les pieds d'Eva, qui l'isole et la magnifie, nuages de verdure tissés, halo de feuillage flottant sur le bleu d'un ciel inversé. Il stimule la réflexion des observateurs et suscite des interprétations étonnantes, inattendues et passionnantes. Écoutons Peter von Rosenberg, qui est un collectionneur qui possède plusieurs tableaux d'Eva González. About 3 years ago, I wrote 2 essays about the art relationship between Eduard Manet and Eva González. The essays concentrated on the portrait of Eva González by Manet and subsequently 3 portraits by Eva González. In order to fully comprehend and assess the following lines of reasoning, these essays are available for consultation. It is likely that Manet ultimately wanted to create an enigmatic, provocative work of art, critical of society toward women artists, and simultaneously wanted to incite his pupil Eva González to open a dialogue with him by means of a painting. But how to teach, protect, incite, and instruct his talented young pupil and still produce this enigmatic, provocative work of art? From that moment, his problem was to strike the right balance between these objectives and to embed and combine the different elements in only one painting. Thus, the real problem was not that he was unable to capture the visage of González. His problem was to determine which visage was the most appropriate for this very unusual work of art. Then there was the touch of genius and courage. By omitting all visible character elements of González, he created not only a basis and framework for her to interact and to open a dialogue with him by means of a painting, but in doing so, he also created his provocative and enigmatic work of art. Thus, in the broader general context, the unfinished González head, without the specific facial features, can and should be seen as constructively critical of women artists and as an advice to them to work on and discover their own individuality and personality,
as a woman and as an artist, as this is the only way to distinguish themselves and to be successful as an artist. The incomplete Gonzalez head is a metaphor for what women artists still need to do. The stage scene is a metaphor for conditions and restrictions imposed by society on them, but also a metaphor for their eventual later social success and perhaps greater freedom. So, the stage scene is a reference to the past and to the future. In addition, each object depicted on the Manet painting simultaneously addresses his pupil Gonzalez and women artists in general. Exposée au Salon de 1870, cette toile a soulevé beaucoup de critiques et même une caricature que l'on peut voir ici dans le livre de Tamar Garb, The Painted Face, Portraits of Women in France, 1814-1914, New Haven and London, Yale University Press, 2007. Laurent Pichat écrit dans Le Réveil, 13 mai 1870, sur le portrait d'Eva Gonzalez, « Les saintes au désert ou livrées au bourreau ne sont pas plus courageuses que la jeune personne qui a permis à M. Manet de la représenter en pied avec une robe blanche aussi sale. Et loin d'exprimer son horreur, elle rit au supplice, elle sourit au milieu de ses crasses comme au centre d'une apothéose. Et par un excès d'héroïsme qu'aucune sainte Thérèse ne rêva dans ses extases, non contente de rire, cette malheureuse qui devrait avoir en effroi les palettes et les couleurs, elle peint. Elle rit et elle peint. » Et c'est drôle parce que c'est vrai, oui, elle peint. Elle peint sur ce tableau qui sera un jour terminé et qui prendra sa place dans l'histoire de l'art. Ce tableau, d'ailleurs, sera acheté beaucoup plus tard par Hugh Lane, un collectionneur irlandais, représenté ici chez lui en compagnie de critiques et de peintres. Il sera ensuite et jusqu'aujourd'hui exposé tour à tour à la National Gallery de Londres et à la Hugh Lane Gallery à Dublin. Ce portrait d'Eva Gonzalez par Manet sera donc repris en 1909 dans ce tableau de William Orpen, Hommage to Manet, que bien des années plus tard, Anna Williamson, alors devenue conservatrice du Manchester Art Gallery, considérera avec recul, voyant à travers cette représentation d'un petit cénacle d'hommes connaisseurs et celle d'une femme accrochée, d'une femme artiste accrochée au-dessus de leur tête, la métaphore de son histoire. Écoutons Anna Williamson. Homage to Manet. This painting reminds me of when I was a volunteer at Manchester Art Gallery 20 years ago, when I used to spend my lunch hours wandering around the gallery, trying to memorize the paintings. I was desperately trying to crack the code for getting a job as a curator, which I thought might be found in the galleries. I should have known that it is more often found in scenes such as that depicted here, behind the scenes, in the networks of friendships. The last time I looked at this painting was late last year, when I was the courier for its loan to a gallery in the south of England. I examined it closely under a raking light, looking at the paint surface rather than into the scene it depicts, admiring the immense cleverness of the touches of yellow against the limited grey palette. Finishing my examination, I drew back and, looking round, considered returning to the cup of tea I had left in the office. It was then that the similarity between the staff in the gallery around me and the scene in the picture struck me. My fellow curators, registrar and conservators, were all female, but the way we were talking to each other was just as clubby as in Orpen's Edwardian art world. It's all conversation about the latest shows and the mutual acquaintances. Such chat is comfortable to me now and makes me feel like I'm in that world, that I'm where the important curatorial decisions get made, that I've joined the exclusive club. Of course, there's a momentary satisfaction to this. I suppose what this picture really represents for me is a reminder that cocooning myself in this comfortable art world is an elitist and old-fashioned thing to do. It's easy and all too flattering to my self-esteem.
but this painting pricks my conscience by reminding me of my volunteering days and by showing me how impenetrable an exclusive club can seem if you're not a member. Perhaps the physical elevation of a portrait of Eva González by Manet in the painting is Orpen's way of intimating that true creativity can rise above this. If you are the person with the brush, or the metaphorical brush, in your hand, you must not worry about the cliques and clubs of the world. It's your job to make, to do, to carry on creating. That's where real value lies. The person with the brush, en l'occurrence, oui, c'est bien elle, la personne avec le pinceau. Et c'est elle qui peint ces tableaux que nous avons vus, à la fois subtils, délicats, bruts. Et c'est elle qui va peindre aussi des motifs comme ces souliers roses, souliers blancs, qui sont finalement très modernes dans ce choix du sujet, qui va peindre aussi des tableaux que vont commenter des critiques de l'époque, en reprenant souvent d'ailleurs, comme on l'a vu déjà d'ailleurs dans l'un des films, un vocabulaire très féminin. Quand Zola commente l'indolence, qui n'est pourtant pas un sentiment très féminin, et alors que c'est une critique élogieuse en même temps, il va dire « Je veux signaler un adorable tableau qui représente une jeune enfant, une naïve figure vêtue de rose avec un fichu de mousseline autour du cou. C'est tout simplement exquis de fraîcheur, de blancheur. C'est une vierge tombée d'un vitrail et peinte par une artiste naturaliste de notre âge. » Adorable, naïve figure, exquis, fraîcheur, blancheur, vierge. Ne forme-t-il pas un éloge trop étroit pour une toile qui évoque bien autre chose, voilà, car tout rose n'est pas tendre. Et je pense que Eva González savait rendre ces états d'âme complexes, qui étaient sans doute les siens et qu'elle reflétait dans ses sujets, enfin, en l'occurrence chez sa sœur. Donc voilà, finalement, elle peint des tableaux auxquels s'attachent ceux qui les contemplent. Et pour cette exposition, qui devait avoir lieu à Dieppe, et qui était fondée sur le partage du sensible, pour reprendre cette expression magnifique de Jacques Rancière, j'avais demandé à certains prêteurs, des collectionneurs, des conservateurs, d'écrire un petit texte sur l'œuvre prêtée. Donc nous allons continuer à en écouter quelques-uns. Peter von Rosenberg sur l'autoportrait d'Eva González. Autoportrait. This is the third and last self-portrait. Here again, the painting is the logical follow-up to her second self-portrait. This time, González depicts herself, or should we perhaps say again depicts the Birch sisters, in profile. You'll find a detailed description of the painting together with a comparison to the Manet painting in the second essay on pages 6 and 7. But what sort of emotions does this small painting actually evoke, and what is the power in this work? Allow me to express these feelings in French. Le portrait de Manet, au très grand format, a incité son élève à ouvrir un dialogue. González répond à Manet à travers cet autoportrait au très petit format. Le tableau de González montre une réalité en totale contradiction avec cette curieuse scène presque irréelle peinte par Manet. Il s'agit toujours d'une femme en train de peindre, Eva González. Pourtant, les mains manquent, tout comme le chevalet et la toile. C'est sans importance, car ce détail ne ferait que nous distraire de l'essentiel, montrer le processus et le moment de la création artistique. Le profil exprime une pleine concentration, mais aussi un moment de réflexion, d'introspection et d'hésitation. Être en mesure de montrer sur un si petit tableau autant d'états simultanés est pour moi une touche de génie. Peter von Rosenberg sur Poisson et moule. Poisson et moule. The Art Institute of Chicago holds in its collection Manet's painting Fish. As we know, Manet and González sometimes interacted by means of a painting. This seems to be the case with Fish and Poisson et moule. Whereas Manet created his very expressive,
Still life, it was Gonzalez who took it one step further. Again, allow me to express my sentiments and impressions in French. À première vue, le tableau semble une nature morte impressionniste et assez drôle. Mais après quelque temps, on remarque une chose particulière. L'œil du poisson, exactement au centre du tableau, exprime une émotion. Au début, nous avons l'impression d'un poisson résigné ou étonné. Tiens, que j'ai fait je ici, sur cette table, parmi ces moules. Mais ensuite, un autre sentiment nous submerge, celui d'un poisson profondément triste. Eva González a donné une sensibilité à un poisson, l'animal considéré par l'homme comme insensible, ne ressentant aucune douleur. Elle a créé une nature morte vivante. But what was the driving force behind her painting? For instance, did she merely want to show Manet how to bring, in an even more effective and convincing way, this suffering fish to life in a painting, or, in complete contrast, did she object to the way in which Manet portrayed these fishes, that is, as purely very fresh food for our culinary delights? Dorothée Hansen, directrice adjointe de la Kunsthalle à Brême, qui a écrit un texte sur le réveil. Le réveil. J'éprouve une affection particulière pour cette œuvre. Pour moi, c'est l'une des œuvres impressionnistes les plus importantes de notre collection. C'est une situation très intime. La jeune femme est au lit. Moi, je sais bien que c'est la sœur de cette jeune femme qui l'a peinte. Alors, j'imagine une relation très proche entre ces deux sœurs. C'est normal de pouvoir regarder ainsi sa sœur dans son lit le matin au réveil. Mais je m'interroge toujours, cette situation me semblerait-elle différente si un homme peintre avait réalisé cette œuvre? Si je me figure qu'un homme a peint ce tableau, aussitôt mon regard change. Il devient plus voyeur. Je regarde le bras nu et je pense « Ah, c'est très érotique ». Et les lèvres très rouges accentent aussi cet érotisme. Or, ce regard voyeur ne peut pas être celui d'une femme. Je me demande si cette différence dans le regard vient de moi. Cette image créée par Eva González représente-t-elle vraiment cette vision tranquille, sereine, qu'un homme peintre aurait saisie tout à fait autrement? Je ne suis pas sûre qu'il existe un regard véritablement féminin. Alors, le mien est-il juste? Reflète-t-il bien cette situation entre les deux sœurs, très calmes, proches l'une de l'autre? Cette scène est-elle plus érotique qu'elle en a l'air? Ou décidément plus paisible que le même tableau réalisé par un homme? En réalité, ça change toujours. Parfois, je cache le nom du peintre aux visiteurs et demande « Qu'en pensez-vous » Quand ils apprennent qu'une femme a peint ce tableau, leur regard change aussi. Ce genre de questions m'occupe beaucoup. C'est un sentiment que chacun peut éprouver sans connaître l'histoire de l'art. Ce qui me fascine, c'est que je ne suis jamais sûre. Marlise Courec, responsable du musée de Gajac, qui a écrit un texte sur Le Clairon ou l'enfant de troupe. Ce tableau d'Eva González est important pour moi. Je le connais depuis longtemps. Je l'ai rencontré dès le début de ma carrière professionnelle. Je suis toujours très heureux de le voir, le matin par exemple, avant l'ouverture du musée. C'est un tableau pour lequel j'ai une grande affection. Il a du charme, il me touche, c'est une toile attachante. Le regard de ce jeune personnage, la manière dont le visage est traité m'interpelle. Il est très sobre, très simple. La patte personnelle de l'artiste apparaît. Eva González n'a pas copié le fifre de Manet, c'est un hommage, elle s'est émancipée de son maître. Que ce soit une femme artiste compte aussi. Les femmes artistes n'ont pas toujours eu leur place. Quand je regarde ce tableau, je pense à elle qui était là, en devenir de peintre, toute jeune,
en 1870. J'ai eu la chance de convoyer cette œuvre à plusieurs reprises. Il est très souvent demandé par de grandes institutions, en Italie, États-Unis, et en 2024, il sera exposé au Danemark et en Irlande. C'est un tableau qui a parcouru le monde. À l'arrière, sur le châssis, on peut voir toutes les étiquettes des expositions dans lesquelles il a figuré. C'est toujours une joie de l'accompagner. À l'arrivée, dans chaque musée ayant sollicité son prêt, lorsqu'on ouvre la caisse et qu'il apparaît, cela me fait chaud au cœur. Il me manque quand il n'est pas là, je me réjouis de le voir revenir. Il a cependant une certaine fragilité, alors je suis toujours soucieuse. Comment sera-t-il installé? Est-ce que tout ira bien? Le voir côtoyer d'autres tableaux très importants aussi est un grand bonheur. Le savoir partagé par d'autres dans tous ces lieux est agréable. Je me dis, elle serait peut-être très heureuse, Eva González, de voir ainsi son tableau exposé parmi tant de chefs-d'œuvre. Luc Georget, conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts de Marseille, qui lui a écrit un texte sur Jeanne de profil. Jeanne González de profil. Le portrait de sa sœur Jeanne par Eva González est la plus petite des œuvres présentées sur les 6 messes du Musée des Beaux-Arts de Marseille. Du haut de ses 16 cm, cette peinture si intimiste et discrète, qui a tout de la miniature, a la rude tâche de rivaliser avec les grands maîtres de la peinture du XIXe siècle, avec le monumental cerf à l'eau de Courbet, la bouille de Millet, les maîtres de Barbizon, le pinceau hors norme de Monticelli. Et depuis 1902, date de son entrée au musée, le miracle de la peinture se renouvelle. Dans le précieux écrin de son cadre doré, le profil délicat et pensif de Jeanne, figé à jamais dans l'éternité de la jeunesse, attire immanquablement le regard du visiteur. Et Sylvie Patry, qui était alors conservatrice au musée d'Orsay et qui a écrit un texte sur la loge aux Italiens. Sylvie Patry, La loge aux Italiens, un tableau d'Eva González conservé au musée d'Orsay. J'ai rencontré Eva González quand j'ai commencé à travailler sur Berthe Morisot il y a maintenant près d'une vingtaine d'années. Quand on croise Berthe Morisot, on croise Eva González, tant les deux artistes ont été placés dans le sillage de Manet. Elles se sont connues, elles ont connu, admiré Manet, mais elles ont aussi subi toutes les deux l'ombre écrasante de cet artiste dont on les a souvent présentés comme de simples émules, de simples élèves et de simples modèles. Et ce contraste entre la position accordée à Eva González, à laquelle on a longtemps dénié une personnalité artistique, et l'ambition dont ce tableau, La Loge, témoigne, m'a toujours émue. Le format d'abord, le format est monumental, et en tant que tel, c'est très important au XIXe, il reflète à mon sens une prise de position, une affirmation de soi. On n'est pas dans le petit format de la scène de genre, du petit tableau d'intérieur, du petit tableau pour amateurs. C'est un tableau fort. On y sent la confiance d'Eva González dans sa personnalité de peintre. Même si du point de vue du style, de la technique, on voit qu'elle a construit sa personnalité artistique dans ce milieu et dans l'entourage de Manet. Mais cette construction n'a rien d'une inféodation ou d'une influence. Je dirais qu'elle a évolué, comme lui a évolué, vers une libre et claire volonté de peindre des sujets modernes. Ce tableau est en quelque sorte un sommet pour Eva González. Il y a aussi ce qu'on connaît de sa biographie. Sa carrière est si courte. Elle nous montre ici une jeune fille, une scène de la vie sociale, une scène mondaine, un moment brillant. La jeune fille qui pose, c'est sa sœur et qui est très belle. Et cette jeunesse tranche évidemment avec la disparition brutale d'Eva González, qui sera jeune pour l'éternité en quelque sorte. Ce lien entre la jeunesse représentée, entre la mort prématurée d'une artiste qui demeure jeune pour toujours, est aussi un élément d'émotion de cette œuvre. Les figures sont très intéressantes. Cette jeune femme qui nous fait face, mais qui a un regard absorbé, une expression pensive. Elle porte un ruban noir autour du cou, qui pourrait évoquer Olympia, la célèbre composition d'Édouard Manet qui a fait scandale près de 10 ans auparavant, en 1865. Mais la jeune femme
d'Eva González n'a pas son effronterie, n'a pas son assurance, et il y a dans son regard une forme de poésie. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages, l'homme et la femme, sur le tableau, ne communiquent pas. Ils posent l'un à côté de l'autre. On a peine d'ailleurs à établir entre eux une relation, on les suppose mari et femme, mais c'est elle qui prend toute la lumière, lui est dans l'ombre. Ce sont comme deux modèles, comme un assemblage pour les besoins du tableau. Et ça fait partie aussi de la modernité de cette peinture. Les personnages ne sont pas reliés par un récit, par une anecdote. Il n'y a pas de narration, c'est une peinture sans littérature en quelque sorte. Et pour moi, ce n'est pas un tableau vraiment sur le couple. Sont-ils d'ailleurs vraiment un couple ? C'est un tableau, c'est une peinture sans littérature, et les morceaux de peinture sont très beaux. Le bouquet avec son papier blanc suscite comme une sorte de jubilation. Le traitement du rideau, les galons retenant le rideau sur la gauche, et puis il y a un détail très intéressant, c'est le cadrage de l'œuvre qui nous invite à rentrer dans le tableau, avec le cloutage, la rambarde. On a ce premier plan incurvé, un peu instable, puis ensuite le modèle. Par ce rideau retenu, Eva González nous fait vraiment entrer en contact avec l'héroïne de ce tableau, sa sœur. Et ceci dans un rapport inversé. La loge, c'est le lieu depuis lequel on regarde le spectacle. Et ici, ce sont les spectateurs qui deviennent le spectacle, l'objet du spectacle. L'artiste renverse la perspective. Enfin, la jeune femme a enlevé ses jumelles et elle nous regarde, créant un effet de miroir. Elle met en scène l'acte même de regarder. C'est vraiment un tableau sur qui regarde qui regarde quoi. Il interroge la fonction de la peinture. Et c'est pour cela aussi qu'il est profond, qu'il est intéressant. Ce que j'aime aussi dans ce tableau, c'est l'absence de fini, c'est les touches fluides, c'est la palette si lumineuse pour la jeune femme. C'est ce retour de la peinture sur elle-même. C'est ce qui fait vraiment la modernité de cette peinture. C'est une peinture ancrée dans son temps, mais qui remet en perspective ce qu'est la peinture même, l'acte de peindre et l'acte de regarder. C'est un tableau, pour toutes ces raisons, qui me semble à la fois fort et fragile. C'est un peu le passeport d'Eva González pour la postérité. Donc, tandis qu'au XXe siècle, Hélène Frankenthaler, peintre abstraite américaine, écrit en 1961 à l'une de ses consoeurs, Grace Artigan, « Mademoiselle González should see us now », qui est une phrase étonnante en fait, de voir que ces peintres qui sont tellement contemporaines font allusion à Eva González. On peut se demander ce qu'elle voulait dire par là. Eva González voyage par la poste, c'est-à-dire que le 1er octobre 2009, une série de timbres est frappée, la première, est frappée en Guinée à l'effigie du portrait d'Eva González et de plusieurs de ses œuvres. Un timbre à l'effigie de l'indolence est frappé en 2020 à Monaco, d'où le père d'Eva. Alors pourquoi à Monaco ? Parce que c'est vrai que le père d'Eva était originaire de Monaco et qu'ils ont eu une maison là-bas, ils y séjournaient à certains moments. Et un autre l'est en France, en juillet 2023, représentant une toile de sa jeunesse. D'ailleurs, pourquoi celle-ci ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'explication, qui est le moineau, qu'on voit là. Voilà, donc Eva González fait son chemin.